Imaginez un instant une nuit glaciale au Canada, des projecteurs qui s'éteignent et un silence qui précède l'un des braquages les plus spectaculaires de l'histoire criminelle moderne. Aucun coup de feu, aucun cri, pas de poursuite hollywoodienne, juste un plan si parfait qu'il semble tiré d'un film. Et pourtant tout est vrai. Des hommes déterminés, organisés comme une armée de l'ombre, vont frapper là où personne ne les attend, le cœur de la Brinks, l'une des sociétés de sécurité les plus réputées au monde. Ce casse, surnommé le coup du siècle, n'a rien à envier aux plus grands films de gangsters. Mais derrière les murs de béton, ce n'est pas de la fiction, c'est une histoire réelle, glaciale, où l'argent se transforme en fantôme. Avant de continuer, rejoins notre communauté en t'abonnant. Chaque abonné nous aide à partager plus de récits effrayants et vrais comme celui-ci. Au centre de cette affaire hors norme, un nom revient souvent dans les dossiers policiers. Lucien Rivard, un ancien braqueur canadien, figure emblématique de l'underground montréalais dont la réputation avait déjà traversé l'Atlantique. Mais attention, ce casse de la Brinks n'a jamais été l'œuvre d'un seul homme. C'était l'alliance improbable de cerveaux du crime, d'anciens braqueurs aguerris et de petites mains prêtes à tout pour une part du butin. Ces hommes n'étaient pas des amateurs. Chacun connaissait sa place, son rôle, et le moindre geste avait été répété comme une chorégraphie macabre. Ils venaient de différents horizons, certains avaient déjà survécu aux guerres de gangs de Montréal, d'autres étaient d'anciens employés de sociétés de sécurité, capables de comprendre les failles invisibles du système. Leur but n'était pas seulement de voler de l'argent, non. Leur objectif était de humilier une forteresse considérée comme imprenable, la Brinks. Le casse de la Brinks n'aurait jamais pu se produire sans un détail, une faille minuscule dans un système que l'on croyait inviolable. Montréal, début des années 1990. La ville est en pleine mutation. D'un côté, une vitrine moderne avec ses gratte-ciel et ses banques prospères. De l'autre, une obscurité souterraine où le crime organisé se mélange au quotidien des habitants. C'est dans ce décor contrasté que les braqueurs repèrent leur proie. La Brinks, cette société de transport de fonds, possède un entrepôt colossal dans un quartier industriel. Derrière ces murs de béton armé s'entassent des millions de dollars, prêts à être redistribués vers les banques, les commerces et les guichets automatiques. Pour n'importe quel criminel, cet endroit est un fantasme, mais un fantasme impossible. Sauf pour ceux qui savent observer. Pendant des semaines, un petit groupe d'hommes commence une surveillance méticuleuse. Camouflés dans l'ombre, ils notent les horaires, observent les gardes, suivent les camions blindés. Ils remarquent des habitudes, un employé qui sort toujours à la même heure pour fumer, un agent de sécurité qui, certains soirs, semble plus préoccupé par son téléphone que par la lourde porte métallique derrière lui. C'est là que le rêve prend forme. L'élément déclencheur, une simple information glissée dans l'oreille d'un des braqueurs. Un ancien salarié, licencié quelques mois plus tôt, connaît encore les moindres recoins de l'entrepôt. Par rancune ou par appât du gain, il livre un secret. Certaines portes secondaires, rarement utilisées, ne sont pas aussi surveillées que l'entrée principale. Une faiblesse presque invisible, mais pour ces hommes, c'est une ouverture béante. Ce lieu étrange, une forteresse de béton qui paraît invincible, mais qui cache en réalité une faille humaine, devient alors le théâtre d'un plan millimétré. Les braqueurs ne pensent plus à un simple vol, ils veulent orchestrer un chef-d'œuvre criminel. Chaque détail est sous-discuté. La date, l'heure, la répartition des rôles. Dans des bars enfumés de Montréal ou dans des appartements décrépits, les plans sont dessinés à la main sur des carnets, effacés, puis recommencés encore et encore. Peu à peu, une atmosphère lourde s'installe. Les regards deviennent méfiants, les voix plus basses. Chacun sait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Car ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de fierté, d'honneur, de domination. Ils veulent prouver qu'aucune forteresse n'est réellement imprenable. Et quand la nuit choisie tombe enfin sur Montréal, la Brinks ne sait pas encore qu'elle est sur le point de devenir un mythe du crime organisé. La nuit du braquage approche. Les rues de Montréal, balayées par un vent glacial, semblent retenir leur souffle. Les préparatifs, eux, se déroulent dans un silence inquiétant. Chacun des braqueurs sait que le moindre faux pas pourrait transformer ce rêve en cauchemar. Les véhicules sont préparés, les radios testées, les armes soigneusement nettoyées. Mais ici, l'arme la plus puissante n'est pas un fusil, c'est la précision du plan. Dans une petite pièce éclairée par une ampoule vacillante, le chef d'équipe rassemble ses hommes. Il répète une dernière fois les consignes, comme un metteur en scène avant une première. Le timing sera crucial, 10 secondes de trop et la police aura le temps de réagir.
10 secondes d'hésitation et c'est toute l'opération qui s'effondre. Chacun hoche la tête, mais au fond, personne n'est totalement serein. Les visages sont fermés, les mains crispées. À l'extérieur, les guetteurs prennent position, des voitures anonymes s'arrêtent discrètement dans les rues adjacentes. Les lumières de la ville, au loin, semblent trop paisibles, presque trompeuses. Le cœur de chacun bat plus vite. Dans l'air glacé, la buée de leur respiration ressemble à de la fumée qui s'échappe d'un volcan prêt à exploser. Minuit approche. Un camion blindé revient à l'entrepôt de la Brinks, chargé d'argent frais collecté toute la journée. Les gardes, fatigués, ne se doutent de rien. C'est le moment que les braqueurs attendaient. Les regards s'échangent, courts, déterminés. Le plan est en marche. À l'instant précis où les portes de l'entrepôt s'ouvrent pour laisser entrer le véhicule, une ombre surgit. L'un des braqueurs, dissimulé sous un masque, s'infiltre dans le bâtiment par la porte secondaire révélée par l'ancien employé. Tout s'enchaîne alors avec une rapidité effrayante. Les radios crépitent, les pas se font plus rapides. Les caméras de surveillance captent des silhouettes furtives, mais aucun agent ne les regarde en direct. Les gardes, surpris par une diversion soigneusement planifiée à l'extérieur, quittent en quelques secondes leur poste. Quelques secondes seulement, mais suffisantes pour que la machine s'emballe. Les portes intérieures, les sas de sécurité, les couloirs, tout franchi méthodiquement. Les clés, récupérées grâce à la complicité de l'ex-employé, ouvrent les verrous comme dans un cauchemar écrit d'avance. Chaque cliquetis métallique résonne comme un glas, chaque pas rapproche les hommes d'un trésor inimaginable. Le silence est presque insupportable. On entend seulement les battements de cœur, le frottement des gants, le grincement des charnières. Ils sont à l'intérieur, dans le ventre de la forteresse. Et bientôt, la porte du coffre principal apparaît devant eux. Une muraille de métal, froide, intimidante. Le temps semble suspendu. Dans quelques secondes, tout peut basculer. Devant eux se dresse la porte du coffre, haute, épaisse, presque vivante, tant elle semble défier leur audace. C'est l'ultime barrière, le point de non-retour. Le silence de l'entrepôt est assourdissant. Pas un bruit extérieur, pas même le froissement d'une feuille emportée par le vent. Les braqueurs se regardent une dernière fois, un signe de tête suffit. Ils sortent dans leurs outils, scie thermique, chalumeau, explosifs discrets. Chaque seconde compte. Le métal grince sous la chaleur. Une odeur de fer brûlé envahit l'air. Les hommes retiennent leur souffle. Dans l'ombre, leurs yeux reflètent une lueur presque animale. Le bruit, pourtant assourdissant pour eux, semble étouffé par l'épaisseur des murs. Aucun voisin, aucun passant ne se doute de rien. Les minutes s'étirent, interminables, comme si le temps s'était figé autour d'eux. Enfin, un déclic. Là, la lourde porte cède, dévoilant ce que beaucoup considéraient comme un mythe inaccessible. Des piles de billets s'alignent, soigneusement rangés, des sacs entiers gorgés de dollars. Le spectacle est irréel, hypnotisant. Les hommes, pourtant habitués au crime, vacillent un instant devant la vision de cette richesse. Ce n'est plus seulement un vol, c'est une plongée dans l'interdit absolu, un défi lancé à l'ordre établi. Mais le danger est là, tapi dans chaque recoin. Le temps file, le risque grandit. Des sacs sont remplis à la hâte, les liasses s'entassent. Chacun agit mécaniquement, mais la peur se cache derrière chaque geste. Le moindre bruit extérieur pourrait annoncer la fin. Un cri, une sirène, une patrouille imprévue, et tout s'écroulerait. Dans un couloir sombre, un garde, alerté par un léger vacarme, avance prudemment. Sa lampe torche balaye les murs, son pas résonne comme un écho sinistre. Les braqueurs l'entendent, leurs yeux se croisent, le sang se glace. Faut-il fuir? Neutraliser l'homme? Le plan ne prévoyait pas cet imprévu. Le garde se rapproche, son souffle devient audible. Alors, un geste rapide, précis, violent. Une silhouette surgit derrière lui, un bras bloque sa gorge, une main appuie sur sa bouche. Le garde lutte, ses clés tombent au sol avec un tintement métallique qui semble résonner jusqu'à l'infini. Puis, plus rien. Le silence retombe, glacial, oppressant. Le garde est étendu, inconscient. Le temps reprend sa course et les hommes continuent. Bientôt, les sacs débordent, les coffres secondaires sont vidés. Les braqueurs savent qu'ils détiennent maintenant des millions. Mais au lieu de la jubilation, un étrange malaise s'installe. Comme si le bâtiment lui-même refusait de se laisser dépouiller. Chaque pas vers la sortie est plus lourd, chaque respiration plus difficile. Les alarmes, qu'ils craignaient tant, restent muettes. Et c'est peut-être le plus terrifiant, ce calme absolu, irréel, comme si la Brinks avait accepté son sort. Au dehors,
La nuit canadienne est toujours glaciale, les rues toujours désertes. Pourtant, quelque chose a changé. Dans l'ombre des entrepôts, une brèche a été ouverte, un tabou brisé. En franchissant les portes avec leurs sacs remplis, les braqueurs ne le savent pas encore, mais ils viennent d'entrer dans l'histoire criminelle. Et rien, jamais, ne pourra effacer cette nuit. Et soudain, tout s'arrête. Les portes se referment derrière eux, engloutissant la forteresse de béton dans le même silence qu'avant. Pas d'alarme, pas de sirène, pas de poursuite. La nuit reprend son cours comme si rien ne s'était passé. Les camions, chargés de millions de dollars, disparaissent dans les rues sombres de Montréal. En quelques minutes, les routes se vident de toute trace, les phares s'éteignent, les moteurs se taisent. Comme des fantômes, les braqueurs s'effacent du paysage urbain. Seule subsiste une odeur de métal brûlé et un coffre éventré, témoin muet d'un acte impensable. Quand les employés de la Brinks reviennent quelques heures plus tard, la scène est irréelle. Pas de tir, pas de cadavre, seulement le vide. Des millions envolés, comme aspirés par le néant. Les visages se figent, les mains tremblent. Comment un tel exploit a-t-il pu avoir lieu sans déclencher la moindre alarme ? Dans les jours qui suivent, la presse s'enflamme, les autorités promettent des réponses, mais le mystère demeure. Le silence des braqueurs est total. Pas de revendications, pas de fuite spectaculaire, rien. Comme si la nuit les avait avalés à jamais. Les semaines passent, puis les mois. L'affaire de la Brinks devient une obsession nationale. La police multiplie les perquisitions, les interrogatoires, les filatures. Mais plus les enquêteurs avancent, plus le brouillard s'épaissit. Chaque piste s'éteint brutalement, chaque témoin se rétracte. Chaque indice se dissout dans le temps. On parle de complicité interne, d'un réseau organisé, voire de protection venue d'en haut. Mais rien n'est jamais confirmé. Certains racontent que l'argent a été blanchi dans des casinos de Las Vegas, d'autres qu'il a été dissimulé dans des comptes offshore. Des rumeurs affirment même que certains des sacs dorment encore, oubliés dans des caves humides de Montréal, attendant qu'un hasard les révèle. Mais aucune certitude. Le butin, colossal, reste à ce jour une énigme. Quant aux braqueurs, quelques arrestations auront lieu, quelques procès éclatés sous les projecteurs, mais la majorité d'entre eux disparaît littéralement des radars. On chuchote que certains vivent encore, tranquillement, sous de fausses identités, profitant d'une retraite dorée. D'autres auraient payé le prix du silence dans des règlements de comptes sanglants, leur corps jamais retrouvés. L'histoire du braquage de la Brinks ne se termine donc pas vraiment, elle reste suspendue entre réalité et légende. Était-ce vraiment un plan parfait ? Ou simplement la chance insolente d'hommes qui ont osé l'impossible ? Aujourd'hui encore, l'affaire fascine autant qu'elle effraie, car elle nous rappelle une vérité glaçante, même les forteresses les mieux protégées ne sont jamais invincibles. Et dans l'ombre, d'autres cerveaux criminels, ça n'est peut-être, attendent déjà leur heure. La Brinks, ce soir-là, n'a pas seulement perdu des millions. Elle a perdu quelque chose de bien plus précieux, l'illusion de l'inviolabilité. Et vous, en refermant cette histoire, une question doit vous hanter. Ces hommes ont-ils vraiment disparu ? Ou bien sont-ils encore là, cachés parmi nous, à contempler leur chef-d'œuvre silencieux ?